Décès ce jeudi à l'âge de 97 ans de Kenneth Kaunda, ancien président de la Zambie. Joseph Kabila rend hommage à un leader panafricaniste convaincu. Et le président de la République était à la fois ce jeudi à Beni, Butembo, puis Bunia dans le cadre de sa mission de suivi des opérations militaires dans les provinces où l'état de siège a été décrété. À chaque étape, Félix Tshisekedi a eu un entretien avec les forces vives. Et ils sont plus de 600 000 enfants à être attendus pour la vaccination contre la poliomyélite dans la province du Sud, Ubangi. Parmi ces enfants se trouvent également les réfugiés sud-africains. Et puis on se rendra en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence au pays. Laurent Gbagbo est rentré ce jeudi à Abidjan. Extradé en 2011, l'ancien président ivoirien a été acquitté définitivement il y a 3 mois des crimes contre l'humanité. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Ouvrant ce journal par cette triste nouvelle, le décès de Kenneth Kaunda, ancien président de la Zambie et héros de la libération du pays. Le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, a salué la mémoire d'un panafricaniste convaincu et leader des indépendances africaines. Né le 28 avril 1924 à Loubois, Chinsali en Rhodésie du Nord, l'actuel Zambie Kenneth Kaunda vient d'étirer sa révérence ce 17 juin 2021 à 97 ans d'âge. Homme d'État zambien, il est le premier président de la République de la Zambie indépendante du 24 octobre 1964 jusqu'au 2 novembre 1991 à la suite de sa défaite au scrutin présidentiel face au syndicaliste Frédéric Chiluba. Fils d'un pasteur émigré du Malawi, sans attache clanique, il parvient à rassembler les différentes ethnies des Rhodésies du Nord afin de lutter contre la discrimination raciale et l'exploitation des ressources naturelles par les Britanniques. Kenneth David Kaunda est aussi l'un des rares Noirs ayant bénéficié d'une éducation scolaire, car à l'époque toutes les écoles étaient dirigées par les missionnaires, l'administration coloniale ne voulant pas développer l'instruction publique. Kaunda est très vite confronté à la ségrégation raciale, en étant ainsi plusieurs fois expulsé des lieux réservés aux Blancs, notamment d'une bibliothèque. Il a fait partie de l'élite dans son pays. Kenneth Kaunda formait l'UNIP, United Party of Independence, au début des années 60. Il attira vite l'attention en étant le seul politicien noir des Rhodésies du Nord, croyant en son unité et parce qu'il était disciple de Gandhi. La Fédération des Rhodésies et Nyasaland, mise en place par le Royaume-Uni, fonctionne de 1953 à 1963. Elle regroupe les colonies du Nyasaland, des Rhodésies du Nord et du Sud. Très jeune, Kenneth Kaunda s'était fait militant en faveur des pauvres, les Noirs, qui ne pouvaient voter, mais les conditions censitaires pour accéder au droit de vote demeuraient encore drastiques, car moins de 1000 d'entre eux possédaient une carte d'électeur dans les années 50. Ceci lui reconnaît la présence parmi les pères des indépendances africaines, dont l'idéologie officielle de son régime appartenait à la famille du socialisme africain, mélange de socialisme, nationalisme, baptisé même humaniste zambien. Et dans l'actualité également, c'est un jeudi chargé pour le président de la République après Beni, Butembo, où il a foulé les pieds pour sa première fois. Le chef de l'État a fini sa tournée de ce jeudi à Bunia, dans la province de l'Ituri. Si à Beni, Félix Tshisekedi a échangé à huis clos en raison de la Covid-19 avec les forces vives. À Butembo, le président de la République a tenu plutôt un meeting populaire où il a appelé la population à soutenir les efforts de l'armée dans le rétablissement de la paix.
Et retour sur le lancement des travaux de construction des routes Béni-Kassindi et autres par le chef de l'État mercredi aux côtés de son homologue Yoweri Museveni. Ces routes devront accroître les activités économiques dans la région. On voit ça avec notre correspondant sur place, Martial Bendelo. Un geste commun et symbolique des deux chefs d'État, mais combien significatif pour la modernisation des routes congolaises dans le cadre des coopérations interrégionales. Sous les acclamations de l'assistance. Le lancement des travaux de construction de 228 km repartis sur 3 axes, Kassindi-Béni 80 km, Béni-Butembo 54 et Bunagana-Goma passant par Rutshuru 94 km qui seront asphaltés au Nord Kivu à travers ce projet basé sur le partenariat public-privé, cofinancé par les gouvernements ougandais, congolais et une entreprise indienne basée en Ouganda à l'initiative du président ougandais. Je partage parfaitement son initiative parce qu'elle entre dans le cadre de ce qu'est ma vision de l'intégration. J'ai toujours dit que plutôt que de vivre en se regardant comme des ennemis avec nos frères, avec nos voisins, au lieu de construire des murs entre nous, il vaut mieux construire des ponts. Avant l'étape de Kassindi en RDC, les deux chefs d'État se sont rencontrés à Pondwe, de l'autre côté de la frontière, en Ouganda. En plus des questions économiques, la situation sécuritaire de la sous-région était également au menu de ce tête-à-tête. Je suis très heureux de ce projet routier que nous avons discuté en détail. Also the issue of security in the region. Mais aussi, nous avons discuté la question de la sécurité dans la région. La construction des routes d'intérêt national et international dans l'axe Kassindi-Béni est un atout non seulement sur les plans de la sécurité, mais aussi pour booster l'économie de la sous-région, indique cet acteur de la société civile de Kassindi. Notre seule recommandation, c'est qu'il y a lancement des travaux et les travaux doivent commencer le plus tôt possible. Et nous voulons voir la route avoir le macadam et la peu de temps. Et ça fait partie des éléments moteurs qui vont permettre à ce que la route soit vraiment sécurisée. Des milliers d'habitants des cités frontalières, des Pondwe en Ouganda et Kassindi en RDC ont fait le déplacement des lieux pour accueillir les deux chefs d'État. Et au Palais du Peuple, Jacques Krabal a rencontré cette fois le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, après sa visite à la Chambre basse du Parlement. Le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a encore une fois évoqué la question de la promotion de la francophonie et de l'organisation de ces 9e Jeux. Au-delà de l'avenir de la francophonie, la promotion de la langue et la culture française, ainsi que l'organisation de 9e Jeux de l'EIF en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et le président du Sénat ont évoqué la coopération entre les parlements des pays membres de l'APF et l'encadrement de la jeunesse. Bientôt passer la ligne d'arrivée avec la francophonie. La 28e Assemblée parlementaire de la francophonie était programmée à Kinshasa du 16 au 28 juin en cours, mais reportée pour cause des crises sanitaires. Sous un autre chapitre, la crise dans la province du Sankourou a été aussi évoquée ce jeudi au Parlement, principalement au Sénat. Modeste Bahati Lukwebo et la délégation des notables du Sankourou, conduite par Franck Diongo, accompagnés essentiellement des députés provinciaux, ont tablé sur ce sujet. Signalons qu'il y a 2 semaines, une autre délégation des députés nationaux et sénateurs, avec en tête Lambert Mende, a été reçue par le président du Sénat et leur entretien avait été axé sur la même question, la crise qui sévit au Sankourou avec des implications dans plusieurs secteurs. Aux uns et aux autres, Modeste Bahati Lukwebo a réitéré son appel à la sincérité tout en leur recommandant de privilégier les intérêts de la communauté. Et à l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia a saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 144 de la Constitution, et ce après le rejet par les députés nationaux du projet de loi d'habilitation initié par le chef de l'État. Cette loi est critiquée par les élus nationaux qui contestent son passage en force par le bureau de la Chambre basse. Commentaire de Dorcas Nzoumeya et Jean-David Kilolo.
La saisine de la Cour constitutionnelle fait suite à l'opposition des députés à inscrire le projet de loi d'habilitation du gouvernement au calendrier, alors qu'il était facilement adopté au Sénat en deuxième lecture et qui devrait permettre à ces derniers d'aller en vacances parlementaires. Christophe Mbosonkodia a pour sa part démontré aux députés la nécessité de clôturer la session pour les protéger contre la troisième vague de Covid-19. Il a tenté en vain d'expliquer aux élus qu'il y a un choix à opérer entre préserver sa santé en cette période difficile de Covid-19 et le respect de la Constitution. Pour la majorité des députés, il est inopportun de doter au gouvernement le pouvoir de légiférer à travers l'adoption de ce projet de loi d'habilitation, alors que la clôture de la session est retardée conformément au prescrit de l'article 144. Ce projet, une fois validé, devrait donner au gouvernement le pouvoir de légiférer par ordonnance-loi sur 3 matières, à savoir la prorogation de l'état des sièges, les modalités d'application de l'état des sièges, la réglementation du numérique, ainsi que l'accroissement et la rationalisation des recettes intérieures. Jusque-là, toutes les 2 chambres du Parlement n'ont pas encore clôturé la session de mars. Et le ministre de Pêche et Élevage est allé à Kinkole en vue de l'exécution de la promesse du chef de l'État faite aux pêcheurs très récemment. Adrien Bokele a également rassuré ces pêcheurs de l'accompagnement du gouvernement. Accompagné du conseiller principal du chef de l'État et du ministre provincial de Kinshasa, évoluant dans les secteurs, le ministre des Pêches et Élevage Adrien Bokele a fait une descente surprise ce matin à Kinkole. Objectif, évaluer la mise en œuvre des promesses faites aux pêcheurs par le président de la République le 7 mars dernier. Le 7 mars 2021, le président de la République, chef de l'État, est arrivé ici à Kinkole et il a été en contact avec les pêcheurs. Les pêcheurs lui ont fait un certain nombre de demandes et le président de la République a répondu à toutes ces demandes. Raison pour laquelle nous, comme gouvernement national, comme gouvernement provincial, comme présidence de la République, nous sommes arrivés sur terrain pour voir l'état de toutes ces questions. En bon diplomate, le ministre Bokele a profité de son passage pour régler certains conflits qui minent son secteur. Le premier conflit, c'est entre la Fédération des pêcheurs et une partie des agents du centre pilote de pêche de Kinkole. Un deuxième conflit, c'est au niveau même du centre pilote de pêche de Kinkole. On a aussi trouvé une solution, la paix est revenue. Par la suite, la délégation s'est dirigée vers les ports de Kinkole avec les experts du cadastre pour s'assurer de l'effectivité de la décision du président Félix Tshisekedi concernant la remise du port aux pêcheurs. C'est par une causerie morale avec certains agents de son administration à qui le ministre a promis de régulariser leur situation qu'a pris fin cette séance de travail. Et le ministre des Ressources hydrauliques a visité ce mercredi les installations de la Régie des eaux et de la Société nationale d'électricité. Objectif de sa mission, voir comment améliorer la desserte en eau et la fourniture de l'énergie électrique au pays. Première étape de cette visite d'inspection pour améliorer la qualité de la desserte en eau potable et électricité, la station d'eau de la Régie des eaux Mitendi. Créée en 1975, cette station est aujourd'hui saturée. Forte demande des abonnés, mais faible capacité de desservir cette frange de la population du sud-ouest de Kinshasa, allusion faite ici à Kasangulu et Mitendi. Pour le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze-Moukaleng, le renforcement de cette station de pompage d'eau est plus qu'une nécessité. Le directeur d'exploitation de la Régie des eaux, Franck Kimbembe Pelenda, lui a fourni toutes les explications à ce sujet. Quand on avait créé cette station, il y avait seulement une cinquantaine de branchements particuliers. Pour le moment, nous comptons à peu près 2000 à 3000 branchements particuliers. Donc les besoins ont augmenté pendant que la capacité est restée la même. Direction les postes SNEL de Mitendi en pleine modernisation pour décharger celui de Badiading des 60 MVA et des Vinières, trop sollicités. Ces postes desservent la cité verte, Mama Mobutu dans la commune de Mongafula et la sous-station UPEN dans la commune d'Engaliema.
D'ici la fin de l'année, ces postes seront opérationnels et les travaux avancent à pas de géant, à en croire les contractants tunisiens Comatec et les groupements des Congolais qui exécutent les travaux. Dès là, la délégation du ministre Olivier Mwenze s'est rendue sous la conduite du directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo Kayan, à la sous-station UPEN de la SNEL, dotée d'un transformateur de 30 kV capable de pallier au déficit énergétique dans bon nombre de ménages de Kinshasa. C'était important de faire toutes ces visites pour connaître les installations et aussi pour comprendre quels sont les challenges et les problèmes que la SNEL expérimente. On a maintenant une idée et on comprend les gros problèmes. Décidément, le gouvernement de la République est déterminé à en finir avec l'épineuse question des poches noires et manque d'eau dans plusieurs provinces de la RDC. Et au cadastre minier, nouveau report de la cérémonie de remise et reprise entre les nouveaux dirigeants, initialement prévu pour le 31 mai dernier, puis repoussé à ce jeudi. La passation des pouvoirs entre Jean-Félix Moupandé, ancien directeur, et Chantal Bachizi, dirigeant entrant, est de nouveau reportée au vendredi 2 juillet sur instruction du chef du gouvernement. La nouvelle directrice dit attendre de pied ferme la nouvelle date. Dans la correspondance de ce jour, Madame la ministre dit qu'elle a reporté la séance sur instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre. C'est tout ce que je peux vous répondre à ce stade-ci. Donc ce serait sur instruction de Monsieur le Premier ministre que la séance de remise-reprise d'aujourd'hui a été reportée. Initialement prévue au 31 mai, elle a été reportée à la date d'aujourd'hui du 7 juin, puis au 2 juillet 2021. Et on espère que le 2 juillet, ce sera le dernier report et qu'effectivement l'équipe qui doit légalement diriger les cadastres miniers sera mise en place. Alors dites-nous, nous profitons de votre présence, qu'est-ce que vous reprochez, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que la remise et reprise ne puisse pas avoir lieu? Parce qu'on parle également du refus du sortant, alors que vous êtes entente, qu'est-ce qu'on peut retenir à tout? À ce niveau ici, je suis muni et d'une ordonnance présidentielle me nommant directeur général et de la notification. La séance de remise-reprise n'est qu'une formalité qu'on veut bloquer pour rien, mais je pense que les autorités qui sont en train de me suivre vont comprendre qu'il faut à un certain moment qu'on passe effectivement au respect du droit, au respect de la légalité et qu'on puisse permettre au cadastre minier de fonctionner normalement, comme les autres services sont en train de fonctionner depuis 2018, au moment où on a tous été nommés par le président Kabila. Et puis, autre report au ministère des Affaires sociales et Affaires humanitaires, la journée de la solidarité nationale prévue pour ce samedi 19 juin est reportée à une date ultérieure. À cet effet, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire, prie les personnes morales et physiques qui collectent les fonds et les dons à nature pour les compatriotes l'Ituri et du Nord Kivu, particulièrement les victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo, d'avoir l'amabilité de continuer l'opération. Au Nord Kivu, les enseignants aux nouvelles unités des écoles publiques de Goma et du territoire de Nyiragongo se plaignent de leur situation sociale. Pas de rémunération, manque des frais de fonctionnement et pour couronner le tout, certaines écoles ne se trouvent sur aucun arrêté ministériel. Un plaidoyer a été fait auprès du député national Patrick Mounyomo pour que leur situation soit décantée au niveau de Kinshasa. Réunis au sein des forces syndicales nationales, des enseignants nouvelles unités venus des villes de Goma, Butembo et Beni et les territoires de Nyiragongo, Walikale, Masisi, Rutshuru et Lubero se sont retrouvés à Goma pour parler de leur situation sociale. C'est dans ce cadre qu'ils ont invité le député national Patrick Mounyomo à mission de service au chef-lieu du Nord Kivu pour échanger sur cette question de NU. Pour ces enseignants, Patrick Mounyomo reste leur porte-parole et envoyé auprès du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour que cette question trouve une solution. Il pourra ainsi solliciter une audience auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour rencontrer à Goma ces enseignants NU. Nous, comme syndicalistes, nous avons le devoir de toquer sur toutes les portes où nous pensons que nous pouvons trouver une solution. Et si l'honorable Patrick Mounyomo s'avère une porte pour que nous puissions trouver une solution, nous allons toquer sur la porte de Patrick Mounyomo.
nous lui demandons de tenir sa promesse. Parce qu'il nous a promis qu'il va partir avec 2 de nos délégués à Kinshasa, parce qu'il a été franc, il a dit, lui il est politicien, il n'est pas technicien. Il va aller à Kinshasa pour faire les plaidoyers politiques, et nous comme syndicalistes et techniciens, nous irons là-bas pour faire nos plaidoyers administratifs. Patrick Mounyomo, député national élu de la ville de Goma, a rassuré ses enseignants nouvelles unités de son implication personnelle pour que la solution à leurs problèmes soit trouvée. Et après la détection de quelques cas de Covid-19 dans leur institution, les agents du Fonds forestier national se sont fait dépister ce jeudi sur ordre du directeur général Honoré Mulumba. Ulation à plus de vigilance face à la 3e vague. Après quelques cas enregistrés de Covid-19 au Fonds forestier national et ont été informés, le directeur général Honoré Mulumba Kalala, en un père de famille, soucieux de ses agents, a décidé de soumettre un test Covid à tous les agents du FFN. Soupçonné par des voies officielles, quelques cas déjà de positifs ici. C'est comme ça que lorsque nous avons appris ça, nous avons décidé hier avec les directeurs ici pour que finalement, pour la 2e fois, que l'on puisse faire des tests Covid pour voir qui est malade afin de le soigner, parce que nous avons le devoir de nous occuper de la santé des agents. Le mot clé du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Et pour nous, ici au Fonds forestier, le peuple d'abord, ce sont nos agents. De quelque tendance qu'ils soient, nous avons l'obligation morale, physique et administrative de nous occuper de tous les agents. Satisfaits par ces gestes, les agents n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Moi, personnellement, et au nom de tous les agents du Fonds forestier national, je remercie notre DG pour l'acte qu'il a posé. Il a pensé aux agents. Il est là comme un père de famille qui protège ses enfants. Un sentiment de joie par rapport à l'acte que le comité de gestion pose en faveur du personnel. Vous êtes sans ignorer que la 3e vague est terrible, pas de fièvre, mais vous pouvez y passer. Et c'est par rapport aux mesures édictées par le chef de l'État. Depuis son avènement à la tête du Fonds forestier national, le directeur Honoré Mulumba Kalala ne cesse de s'impliquer personnellement pour le bien-être des agents et cadres de cette institution. À l'Assemblée provinciale du Maniema, les députés provinciaux fustigent et qualifient d'irresponsables les propos tenus par le sénateur Jean-Baptiste Assoumani lors de la plénière de mardi sur la situation politique qui prévaut dans cette province et sur le séjour de ces députés provinciaux à Kinshasa. On écoute le député Théophile Bouledi. À ce qui concerne la situation politique, l'honorable sénateur Jean-Baptiste Assoumani manque la sincérité et des précisions que le gouverneur Deshi Moussafiri a fait l'objet de 2 motions différentes auxquelles il n'a cessé de se dérober pour répondre parce que se trouvant au cours d'arguments pour justifier les faits graves lui reprochés dans sa mauvaise gestion et son incompétence avérée. L'Assemblée provinciale d'Imaniema est étonnée d'apprendre de l'honorable sénateur Jean-Baptiste Assoumani qu'il aurait déjà enregistré des candidatures à la tête de l'exécutif provincial, se substituant ainsi à la Commission électorale nationale indépendante, en sigle CENI, qui est la seule instance habilitée indiquée à y procéder au moment opportun. L'honorable Assoumani s'arroge même les droits d'instruire les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, de ne plus recevoir les députés provinciaux du Maniema, dont le seul tort est de lui arracher les beefsteaks de la province. L'Assemblée provinciale du Maniema rappelle à l'honorable Jean-Baptiste Assoumani, censé connaître les réalités de sa province, qu'elle a chaque année doté la province d'un budget précédé de la réduction des comptes de l'exercice antérieur. L'Assemblée provinciale d'Imaniema note dans les chefs du dit sénateur une agitation d'un acteur en désespoir de cause, après la déchéance de M. Moussafir de triste mémoire, dont il s'est toujours servi des vaches à lait à travers notamment les 3 directeurs généraux successifs de la Direction générale de recettes du Maniema, de Germain en sigle, placés personnellement par lui et qui ne répondent que de lui, ainsi que d'autres prébendes au détriment de la population. L'Assemblée provinciale condamne l'attitude irresponsable et cavalière de l'honorable sénateur Jean-Baptiste Assoumani.
Et puis au sud de Ubangui, plus de 600 000 enfants âgés de 0 à 59 mois sont attendus pour la vaccination contre la poliomyélite. La campagne lancée le mercredi dernier par le gouverneur intérimaire Victor Zoatila s'étendra sur 3 jours, soit du 17 au 19 juin 2021. Toutes les 16 zones de santé de la province sont concernées. D'après le ministre provincial de la Santé du Sud Ubangui, Malachi Adoubia Likundu, ces chiffres incluent également les enfants des réfugiés centrafricains qui vivent sur le sol congolais. Les autorités ont appelé les parents à faire vacciner leurs enfants pour les protéger contre la maladie. La vaccination se déroule concomitamment dans d'autres provinces de la République. En Côte d'Ivoire, près de 10 ans après son extradition à La Haye, Laurent Gbagbo est rentré ce jeudi en Côte d'Ivoire où depuis plusieurs semaines, ses militants l'attendaient. Aucun membre du gouvernement n'a fait le déplacement à l'aéroport. L'ancien président ivoirien a été acquitté des charges qui pesaient contre lui en mars dernier. Et puis en sport, cette fois pour terminer, le ministre Serge Nkonde a reçu dans son cabinet de travail la délégation du comité olympique congolais élargi aux fédérations qui prendront part aux Jeux olympiques de Tokyo au Japon. Il a été question avec cette délégation de faire le point sur la participation congolaise à ce grand rendez-vous. À 5 semaines du coup d'envoi de Jeux olympiques Tokyo, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, a eu ce mercredi une séance de travail avec une délégation du comité olympique congolais élargie aux fédérations qui vont prendre part à ces JO. Il était question, au cours de cette audience, d'évoquer l'une des dernières étapes de préparation de la délégation congolaise, mais aussi discuter sur les différents desiderata liés à la participation des athlètes de la RDC à ce jeu dont le coup d'envoi sera donné, sauf changement des dernières minutes, au mois de juillet prochain. Nous sommes qualifiés en boxe, nous sommes qualifiés en taekwondo, nous sommes qualifiés en judo avec une dame, nous sommes qualifiés, nous avons une place d'universalité avec l'athlétisme et nous espérons récupérer, si Dieu le veut bien, dans une dizaine de jours, une place au beach volley. Qui dit préparation dit moyen. Le gouvernement de la République a fait déjà un effort. En séjour à Dubaï pour un stage de préparation, les Léopards Box font face à un problème lié à la prévention contre la Covid. On a eu des difficultés par rapport au vaccin parce qu'on donne à ceux qui ont le papier de séjour à Dubaï là-bas. On est obligé d'amener les enfants le plus tôt possible, soit au Cameroun, soit au Rwanda. Pourquoi Cameroun? Pourquoi le Rwanda? Parce que le vaccin se trouve ici au Congo. Il faut attendre 3 mois pour avoir la deuxième dose. La République démocratique du Congo est plus que déterminée à faire mieux que ses précédentes participations à ces Jeux olympiques Tokyo 2021. Place au rappel des titres à présent. Décès ce jeudi à l'âge de 97 ans de Kenneth Kaunda, ancien président de la Zambie. Joseph Kabila rend hommage à un leader panafricaniste convaincu. Et le chef de l'État était à la fois ce jeudi à Beni, Butembo et Bunia dans le cadre de sa mission de suivi des opérations militaires dans les provinces sous état de siège. À chaque étape, Félix Tshisekedi a eu un entretien avec les forces vives et la population civile. Et ils sont plus de 600 000 enfants à être attendus pour la vaccination contre la poliomyélite dans la province du Sud, Ubangui. Parmi ces enfants se trouvent également des réfugiés centrafricains et la campagne a été lancée hier par le gouverneur de province. Et en Côte d'Ivoire, après 10 ans d'absence au pays, Laurent Gbagbo est rentré ce jeudi à Abidjan. Extradé en 2011, l'ancien président ivoirien a été acquitté définitivement il y a 3 mois des crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.